Bonjour et bienvenue pour ce podcast avec la CMER, c'est plus clair. Je suis Emma Dardot, chargée d'affaires européenne au sein de la cellule mutualisée Europe Recherche qui est basée en Centre Val-de-Loire. Et je suis accompagnée de Sophie Roman, enseignante-chercheuse à l'Université d'Orléans. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. On se rencontre car dans ce podcast, on veut rendre plus concret et accessible les différents outils de financement européen pour la recherche scientifique. Et on démarre avec l'ERC Starting Grant, en entendant votre témoignage, votre expérience, Sophie. Je vais juste rappeler un peu les critères, qu'est-ce que c'est que cette aide de l'ERC pour celles et ceux qui la découvrent. Donc l'ERC, c'est une aide de la Commission européenne qui est attachée au European Research Council. Et elle est déployée dans le cadre du programme de soutien à la recherche et à l'innovation, qui était donc le programme H2020 quand vous l'avez décroché. Et maintenant, actuellement, c'est Horizon Europe 2021-2027. Donc concrètement et synthétiquement, l'ERC, ça finance des projets qui repoussent les limites de l'état de l'art, qui encouragent l'excellence scientifique, la meilleure science, pour le dire simplement. C'est un appel blanc, donc le candidat ou la candidate propose vraiment le projet de son choix dans le domaine de son choix, donc ça s'adresse aux sciences dures, comme vous, mais aussi au SHS. Et donc pas besoin, en ce qui concerne le Starting Grant, d'être un expert renommé pour candidater. Ça va être vraiment l'intérêt du projet qui va primer. Et donc, c'est en termes de critères, c'est ouvert aux chercheurs et aux chercheuses qui ont entre 2 à 7 ans d'expérience après thèse. À noter que les congés justifiables comme la maternité, les maladies, etc. sont déductibles. Et on peut décrocher au maximum 1,5 million d'euros répartis sur 5 ans. C'est un appel qui est donc ouvert annuellement et cette année, c'est du 10 juillet au 15 octobre 2024. Donc, il ne faut pas attendre pour nous contacter, donc la CMER, pour préparer une candidature parce que ça prend un peu de temps et on va y venir justement à votre parcours. Donc, l'ERC Starting Grant, c'est le financement que vous avez décroché en 2021. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre parcours, votre profil et en quoi ça consiste le projet TRICIT qui est donc lauréat de cette ERC? Oui, donc moi je suis maître de conférence à l'Université d'Orléans depuis 2017 donc je fais mes recherches dans le laboratoire qui s'appelle ISTO, c'est l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans et dans ce laboratoire je suis responsable de laboratoire microfluidique, donc la microfluidique c'est une technique expérimentale que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant, qui consiste à étudier les écoulements dans des réseaux de microcanaux, donc à l'échelle du micromètre, à l'échelle de la taille d'un cheveu, pour aller voir comment un fluide s'écoule, comment un polluant est transporté, comment différentes choses sont transportées. Donc moi, initialement, je viens pas du tout des sciences de la Terre. Je suis ingénieure biomédicale. J'ai fait ma thèse en mécanique des fluides en utilisant cette technique de microfluidique, mais plutôt appliquée à de la recherche biomédicale, donc sur les écoulements de globules rouges. Et c'est après, j'ai passé 4 ans à Stanford, en Californie, pour un postdoc où là j'ai commencé à appliquer cette technique de microfluidique aux écoulements dans les sols et dans les sous-sols. Alors pourquoi c'est utile dans ce cas-là, c'est que dans les sols et dans les sous-sols, on a des réseaux de canaux dans lesquels dans les roches dans lesquels vont s'écouler l'eau ou les différents fluides qu'on y trouve. Et pour représenter ces réseaux de canaux, on utilise la microfluidique qui nous permet de représenter la géométrie vraiment que vont avoir ces canaux, et ça nous permet ensuite en laboratoire de vraiment pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur, parce que un caillou c'est opaque, une roche c'est opaque, donc là ça nous permet vraiment d'avoir des modèles simplifiés pour pouvoir observer tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc l'idée du projet TRICIT, c'est de voir si on peut utiliser des petites particules, c'est-à-dire des particules qui vont avoir un diamètre de l'ordre du nanomètre, du micromètre, pour faire de la rémédiation, c'est-à-dire pour aller dans les sols et dans les sous-sols, par exemple dépolluer. Par exemple, si on a un polluant qui est piégé dans un sous-sol, c'est très difficile de l'enlever, parce que souvent, justement, on a
tous ces réseaux de canaux dans la roche qui font qu'un polluant qui est piégé, même si de l'eau s'écoule, ça ne va pas forcément le dépiéger. Et donc, des méthodes qui sont envisagées, mais déjà depuis pas mal d'années, c'est d'utiliser des petites particules qui vont venir soit se fixer sur le polluant pour l'aider à déplacer, ou qui vont se fixer au polluant pour réagir avec lui et le neutraliser en quelque sorte. Donc ça, c'est déjà envisagé, mais le problème, c'est comment est-ce qu'on amène vraiment des particules vers la zone où on a notre polluant, où on a notre problème, parce que le transport va se faire un peu partout, mais il y a des zones qui sont un peu inaccessibles. Et donc, toute l'idée du projet, c'est de se baser sur un phénomène qui s'appelle la diffusiophorèse. Donc, la diffusiophorèse, c'est un phénomène physico-chimique qui permet à des particules qui sont suspendues dans un fluide de se déplacer rien que grâce à des gradients de concentration. Donc, par exemple, si on a un canal tout droit avec un côté où il y a beaucoup de sel, un côté où il y a très peu de sel, et qu'on a des petites particules qui font, par exemple, 1 micromètre de diamètre dans ce canal, elles vont se déplacer juste grâce à cette différence de concentration en sel dans le canal, juste ça. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais quand il y a un polluant, par exemple, ou quand il y a une réaction chimique qu'on ne veut pas qu'il y ait lieu dans un sol, dans un sous-sol, on pourrait utiliser le fait qu'il y a des espèces qui sont relarguées pour venir ensuite amener, nos particules qui vont aller remédier, qui vont aller soit neutraliser une pollution, ou on va aussi s'en servir pour l'étanchéité des barrières de confinement. Donc, par exemple, quand on vient stocker du gaz, du CO2, de l'hydrogène dans les sous-sols en profondeur, on veut s'assurer qu'il va bien rester en profondeur. Donc, on va s'assurer qu'on a bien une couche étanche. Et donc, on pourrait aussi utiliser des particules pour venir étanchéiser, s'assurer que tout reste bien étanche. Et donc, pour ce projet, on utilise un microfluidique pour étudier ce phénomène de diffusiophorèse qui était connu, mais pas du tout étudié dans des milieux complexes, ce qu'on appelle ça des milieux poreux, quand on a ces réseaux de canaux dans les roches. Ça avait jamais été fait. Donc, toute l'idée du projet, c'est d'avoir un modèle qui nous permette de prédire comment les particules vont être transportées avec ce phénomène. Ok, ouais, on voit bien le côté innovant, effectivement. Et merci, parce que même pour moi, non-experte, j'ai effectivement compris. Et j'ai compris aussi l'intérêt, et on peut entendre aussi l'intérêt politique que peut avoir l'Europe à encourager et à soutenir ce projet, en fait. Donc, merci pour cette synthèse. J'ai noté aussi que vous disiez au tout départ, vous avez un sacré parcours quand même, un sacré cheminement. Au départ, vous aviez une expérience, effectivement, en Californie avec de l'anglais, et mine de rien, votre parcours, c'est tout un tas de briques. Et cette brique de l'anglais, l'expérience à l'international, vous a sans doute aussi aidé à envisager l'Europe. Oui, c'est sûr. Il y a l'anglais, et puis il y a le passage par une grande université américaine qui joue beaucoup, parce que là-bas, j'ai vraiment appris déjà à me constituer un réseau. J'ai aussi appris à communiquer, chose qu'en France, on ne sait pas forcément très bien faire, communiquer sur notre recherche. Donc ça a été forcément bénéfique après. Oui. Excellent. Très bien. Donc après tout ce cheminement, donc Triceit aujourd'hui est financé. Et concrètement, en fait, quand vous avez candidaté, qu'est-ce que vous avez demandé et qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement pour votre travail ? Donc le financement, c'est 1,5 million d'euros. Donc on peut utiliser ça pour bien sûr du matériel, des équipements, surtout quand on fait de l'expérimental. Mais c'est surtout du financement pour avoir une équipe autour de soi, des étudiants en thèse, des post-docs, et voilà, avoir une équipe au complet pour développer son activité dans le laboratoire et pour travailler sur le projet. C'est surtout ça. Et puis bien sûr, après, c'est un boost aussi pour la carrière et pour la suite. Il faut avoir une certaine ambition pour justement monter son équipe. Oui, alors souvent, quand on est en starting grant, on vient d'arriver dans un laboratoire, donc on a besoin et souvent, on apporte une compétence nouvelle dans le laboratoire. On est recruté parce qu'on amène quelque chose de nouveau, donc ça nous permet vraiment de développer notre activité. Donc c'est un vrai plus. D'avoir une reconnaissance par ses pairs, son réseau, son domaine. Oui, complètement. Ouais. Excellent. Donc, je voulais aborder un peu avec vous votre démarche pas à pas dans cette ERC. Donc, déjà, au tout début, comment avez-vous entendu parler de l'ERC et comment vous êtes arrivé à candidater en fait, à cette aide-là ?
Donc, alors la première fois que j'ai entendu parler de l'ERC, c'était à la fin de ma thèse, parce que ma directrice de thèse avait obtenu une ERC Consolidator. Mais à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte de ce que c'était, ni de ce que ça représentait, ni du travail derrière pour déposer un projet. Je n'avais pas trop conscience de ça. Quand on est en thèse, on est bien loin de la recherche de financement. Mais après, c'est plus tard, en effet, donc j'ai entendu parler de l'ERC, j'ai eu quelques collègues dans mon entourage de ma génération qui ont obtenu des bourses ERC, donc c'est vrai qu'on commence à pas mal s'intéresser. Et donc c'est là où j'ai commencé à me dire, puis même au niveau du labo d'ailleurs, on en entendait parler, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je tente ma chance et qu'il fallait surtout que je tente ma chance en starting grant, parce que c'est quand même un peu plus facile, on va dire, accessible à obtenir. Que les bourses, que les consolidateurs ou les advanced. Donc voilà, j'ai regardé quelle était ma fenêtre d'éligibilité. Je me suis dit, avant la fin, il faut que j'essaye. Donc j'ai commencé à ce moment-là à prendre contact avec la CMER. Donc ça devait être en 2019 que j'ai pris mes premiers contacts. Donc vraiment, au début, c'était vraiment pour savoir comment ça se passe, comment on dépose un projet, quand, quels sont les documents à remplir, quels sont les critères, bien sûr, d'éligibilité et les critères d'évaluation. Donc voilà, j'avais un petit peu tout ça en tête. J'ai eu une première idée de projet, j'ai commencé un petit peu à travailler dessus. Mais j'étais pas ni très convaincue ni très convaincante. J'avais pas encore vraiment le projet qui me vraiment le déclic. Et puis ce qui a été décisif, c'est que l'été 2019, j'ai passé un mois à l'université de Princeton aux États-Unis. Et là-bas, j'ai rencontré notamment Howard Stone, qui est un grand ponte en dynamique des fluides. Et il m'a montré ses expériences qu'il faisait sur ce fameux phénomène de diffusophorèse. Donc eux, ils étudient vraiment comment des particules sont transportées dans des canaux grâce à des gradients de concentration. Déjà, je ne connaissais pas du tout, donc je trouvais ça assez génial. Et en plus, il me dit, mais je suis sûre que ça pourrait avoir des applications dans les milieux poreux, donc les milieux que nous on utilise, un peu plus complexes, avec des réseaux de canaux, etc. Mais voilà, pour l'instant, personne n'a jamais trop regardé ça, mais lui, il était assez persuadé que ça pouvait avoir un impact. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai mon idée. Donc de sortir en fait. Parce que moi, donc beaucoup de gens ont déjà travaillé sur ce phénomène, mais vraiment plutôt pour étudier la physique de comment ça marche, comment une particule est déplacée dans un gradient de concentration, mais sur une particule, sur un canal simple, mais de mettre tout ça dans un milieu plus complexe, pour lequel moi j'ai l'expertise, parce que je travaille sur ces milieux-là depuis pas mal de temps. Ça n'avait pas été fait. Complémentarité nouvelle un peu. Exactement, il y avait la bonne personne pour le bon projet, on va dire. Et donc là, je me suis dit, je peux essayer de faire un projet là-dessus. Donc ça, c'était en 2019. Donc là, à ce moment-là, je me sentais pas prête pour déposer en 2019. Et donc, je me suis dit, faut que je dépose en 2020, qui était vraiment pour moi la dernière limite pour le starting. Donc là, c'était parti, il fallait y aller. Mais après, voilà, j'ai commencé surtout par faire beaucoup de biblio, parce qu'il faut être sûr qu'on est à la pointe. Il faut être sûr que... La barre est haute. Et du coup, il faut être bien renseigné sur... Il faut être sûr que notre projet est nouveau et que ça n'a pas déjà été fait mais bien avant. Et puis voilà, voir aussi où est-ce qu'on va mettre le curseur. On a l'idée, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Où est-ce que je mets le curseur? Donc au tout début, effectivement, trouver son idée. Donc on voit que finalement vous déplacez, peut-être même à l'étranger, faire des rencontres, sortir du labo, peut-être sortir de son domaine un petit peu, permet peut-être de faire émerger l'innovation. C'est ça qui va être vraiment attendu dans le avec l'expertise qu'on a déjà, nous, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, à quel milieu, à quel domaine, ou à quelle application, ou à quel on va pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Vous avez évoqué un petit peu justement le Consolidator et l'Advanced, juste pour clarifier, peut-être pour ceux qui ne sauraient pas. Donc l'ERC, il y en a plusieurs en fait, pour plusieurs profils tout simplement en fait, de chercheurs ou de consortiums. En l'occurrence, effectivement, le Starting Grant, c'est un chercheur seul ou une chercheuse seule, avec, comme on a dit, 2 à 7 ans d'expérience après thèse, et après on monte en fait dans l'expérience avec Consolidator, c'est justement une expérience un peu plus importante. Et l'Advanced, là, il n'y a plus de limite, c'est vraiment les
meilleurs, les experts, les futurs prix Nobel peut-être. Donc, et les critères, effectivement, sont différents pour chacun. Comme vous l'avez dit, les montants sont différents. Et justement, l'éligibilité va varier. Et une des missions, effectivement, de la CMER, donc de la cellule mutualisée Europe Recherche, ça va être d'aider les chercheurs à se positionner, voir comment ils sont éligibles, jusqu'à quand, quelles sont les attentes. Et ça, clairement, le caractère innovant, le jamais vu, l'utilité aussi fondamentale en fait du projet, c'est complètement au cœur des critères. Donc, il faut avoir ça en tête. Donc, vous aviez ça bien en tête, vous aviez votre idée innovante. Donc, c'est chouette. Donc, une fois que vous avez votre idée innovante, est-ce que vous vous dites c'est forcément l'ERC ? Ou est-ce que vous vous dites je vais aller vers l'ANR ou vers des financements régionaux ou des financements plus connus, plus accessibles pour les chercheurs français ? Donc j'avais déjà tenté l'ANR Jeunes Chercheurs sur des projets qui sont plus en continuité avec ce que je fais déjà, ce que j'ai fait en postdoc et ce que je fais déjà. D'ailleurs, au début, l'idée de projet ERC que j'avais, ça restait en continuité avec ce que je faisais déjà. Et après, quand j'ai basculé sur cette idée avec la Forez, là, c'est vrai que c'est un projet que je voyais quand même spécifique pour l'ERC parce que c'est très en rupture avec déjà ce que je faisais avant. Sur des financements type ANR, c'est quand même souvent plus important d'avoir déjà des résultats préliminaires, de rassurer encore plus le financeur que ça sera bien possible. Donc parfois, ça va plutôt être des choses incrémentales par rapport à ce qu'on faisait déjà, même si bien sûr, il faut que ce soit nouveau, mais ça reste dans la lignée de ce qu'on faisait déjà. Donc pour ce projet-là, j'ai testé que l'ERC. Ok, ça marche. Et on peut se poser des questions, parce que moi, quand je vois des chercheurs, des chercheuses au quotidien, c'est vraiment la chose qui va ressortir, c'est est-ce que c'est pas trop dur ? Est-ce que ça contraint pas trop ? Comment je fais pour coller aux attentes de l'appel ? Parce que l'ambition, l'innovation, c'est un bien grand mot, en fait, et ça paraît assez difficile. Est-ce que vous, au départ, vous avez eu l'impression de vous contraindre en tant que chercheuse, en tant que scientifique, et de devoir écrire un truc qui vous ressemblait pas vraiment ? Est-ce que vous avez un peu travaillé là-dessus ? Est-ce que vous avez l'impression qu'en gros... Horizon Europe, c'est des objectifs politiques un peu immenses et ambitieux, ils veulent que ça brille, et ça vous contraint, vous, en tant que chercheur, dans votre démarche, ou est-ce que, non, vous avez eu votre idée, vous avez pu trouver du soutien, comment est-ce que vous aviez... c'est sûr que c'est vraiment pas évident Moi, j'ai eu beaucoup de mal à définir le périmètre du projet, parce qu'une fois qu'on a l'idée, on se demande en effet à quel point il faut que je sois ambitieuse, à quel point, jusqu'où je veux vraiment aller, ou jusqu'où je dois dire que je veux aller. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est pas facile. Mais dans l'ensemble, on n'a pas non plus... moi, j'ai pas eu du tout non plus l'impression de trop vendre de la poudre aux yeux. C'est plutôt se dire, OK, si j'ai carte blanche, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Qu'est-ce qui me motive ? Et d'aller vraiment par là. Donc, sur le projet, il y a quand même plein de choses que je propose qui sont des choses que j'ai vraiment envie de faire, qui restent des choses pour moi faisables, même s'il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des solutions de repli, mais qui reste avec des objectifs clairs à atteindre. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi une partie du projet, plutôt dans les tâches des derniers mois, des dernières années, qui sont, oui, si tout marche bien, qu'est-ce que je vais faire avec ce projet ? Et là, bien sûr, il faut quand même quelque chose qui claque un peu. Alors oui, on va pas dire qu'on va sauver la planète, mais peut-être que oui, on va pouvoir apporter des nouvelles solutions pour remédier les sols pollués, des choses comme ça. Donc oui, il faut quand même bien, entre guillemets, vendre le projet. Il faut montrer que ça peut avoir un impact, en effet. Donc, faut trouver le juste milieu, c'est pas évident, c'est un équilibre. D'où je viens, ce que je peux vraiment faire, et des objectifs, justement, comme vous dites, quand on a carte blanche et qu'on a des moyens pareils. Qu'est-ce qu'on en veut ? Jusqu'où on peut aller, quoi. Jusqu'où vraiment on peut aller. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, beaucoup rassuré, c'est vraiment d'avoir des exemples de projets, soit de collègues, soit de personnes que je connais pas du tout, même pas dans mon domaine, qui ont mis à disposition leur projet écrit. Et ça rassure déjà énormément, parce que dans le template qui a à remplir, il y a très peu d'informations. Donc, ça reste très libre de la façon dont on peut écrire le projet. Mais du coup, on ne sait pas trop comment organiser, quelle place on met sur l'intro, sur les impacts, etc. Donc, d'avoir des exemples de projets, moi, ça m'a vraiment énormément aidé. Et puis, ça m'a aussi aidé à démystifier un peu, parce que j'ai lu ces projets et je me suis dit, OK, ils ne proposent pas non plus de révolutionner la science. On reste humain, oui. Ça reste faisable, ça reste des chercheurs.
Donc ça a été hyper important. Excellent. Donc oui, il y a tout un tas de dispositifs, d'outils, de personnes qui peuvent aider les chercheurs. Je pense effectivement, il faut se dire, faut pas rester isolé. Et donc la CMER est aussi là pour accompagner, mais comme vous dites, c'est hyper important d'avoir des collègues, des pairs qui sont là en soutien, qui sont là aussi pour vous laisser lire ce qu'ils ont fait. Et en fait, c'est accessible. Il y en a plein des lauréats, il y en a des milliers en fait chaque année. Donc les contacter. pourquoi pas vous quoi. Enfin donc c'est effectivement une démarche rassurante. Pas hésiter à contacter, même si on les connaît pas plus que ça. Si ça, les gens qui sont dans notre domaine, qui ont eu. Alors parfois il y en a qui répondent, parfois il y en a qui répondent pas, mais juste d'avoir une discussion parfois au téléphone d'une demi-heure avec un lauréat, ça peut déjà. Et puis on est toujours content, je pense, de parler de son projet, de son succès. Enfin il y a quand même de fortes chances pour qu'ils aient envie de parler. Il faut pas hésiter effectivement. Ça tombe bien justement. J'allais aborder un peu les difficultés que vous avez rencontrées et puis les forces que vous aviez auprès de vous. La première difficulté qu'on m'avance, pareil, quand je rencontre, ou moi mes collègues, on rencontre des chercheurs, des chercheuses, c'est quand ils sont enseignants à côté. Comment on s'y prend et puis comment on fait coïncider les calendriers en fait entre la vie personnelle, la vie d'enseignant et puis après nos projets de carrière, nos projets familiaux, etc. Et est-ce que vous avez un peu des conseils vous en tant qu'enseignant justement? Oui, alors c'est sûr que c'est pas évident parce qu'on a une charge d'enseignement qui est vraiment importante. Donc clairement on n'est pas égalité par exemple avec nos collègues du CNRS. Donc la première chose c'est bien sûr s'y prendre à l'avance quand on peut, profiter des périodes sans cours pour écrire le projet, profiter des vacances universitaires, pas travailler toutes les vacances, il faut aussi prendre des vacances, mais profiter de ces moments-là. Et alors moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est d'avoir, on avait prévu des rendez-vous réguliers avec la CMER, avec Géraldine Léonard qui me suivait. Et donc ces rendez-vous réguliers, ça me permettait pour moi de me mettre des dates limites et de me dire pour le prochain rendez-vous, il faut que j'ai par exemple mon plan qui soit prêt. Pour le prochain rendez-vous, il faut que j'ai réfléchi au budget. Et donc ça m'obligeait à chaque fois à me garder des fenêtres pour pouvoir travailler sur le projet parce que bien sûr on peut vite aller. Sinon, on a assez de choses à faire à côté. On a déjà sa vie. Et déjà ça, voilà. Donc ça m'a énormément aidé d'avoir des rendez-vous comme ça réguliers et puis ça a avancé mine de rien du coup à chaque fois petit à petit ça avance. Et puis bien sûr vers la fin il y a toujours une période de rush et où oui on va travailler plus que d'habitude mais bon ça arrive tout le temps que ce soit pour ça ou pour d'autres choses parfois mais la clé c'est anticiper, s'organiser. Et ne pas être seul, avoir une motivation autour de soi pour pas être livré seul. Et puis, bien sûr, on garde toujours un équilibre avec la vie perso, avec continuer à faire du sport, rester avec sa famille, enfin tous les loisirs, bien sûr, ça on le garde aussi. Donc, faut être en forme quand même. Donc oui, il faut garder ça. Et oui, de toute façon, si on dort plus et qu'on fait que travailler, ça marche pas. Oui, on est d'accord. Vous vous effondrez après, vous pouvez. À un moment donné, ça marche plus non plus, donc faut. Concrètement, parce que quand on entend ça, il va falloir sacrifier quelques week-ends, etc. Concrètement, combien de temps ça prend à peu près pour... on l'a dit, trouver l'idée, le déclic. Parfois, ça prend quelques semaines, des fois, ça va prendre plusieurs mois, des années, on ne sait pas. Mais concrètement, quand on se met au travail et qu'on écrit pour de bon, on y passe combien de temps ? En soi, l'écriture du projet, c'est pas forcément pour moi ce qui prend le plus de temps, parce que ce qui prend le plus de temps, c'est plutôt toute la recherche bibliographique, arriver à délimiter, arriver à savoir ce qu'on va vraiment proposer. Parce qu'une fois qu'on a les idées claires et qu'on sait ce qu'on veut faire, finalement, écrire, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Moi, j'ai du mal à évaluer combien de temps ça m'a pris, parce que c'était une année un peu spéciale en 2020, parce que la date limite de dépôt, donc d'habitude c'est en octobre, comme vous l'avez dit, mais là ça n'arrêtait pas d'être repoussé, parce qu'il y avait eu l'histoire de Covid, puis il y avait le passage à Horizon Europe, et puis il y avait aussi, il y avait plein de choses qui ont fait que la date limite a arrêté d'être repoussée, et qu'au final... Donc au début, nous avait dit qu'il fallait qu'on soit prêt pour décembre. Finalement, c'était repoussé à janvier, à février, jusqu'à avril. Donc j'arrivais jamais vraiment... J'étais toujours un peu sur le projet, mais j'étais jamais dans la période vraiment de gros rush. Donc j'ai l'impression que ça a duré des mois et des mois et des mois, mais sans que... Voilà, j'arrivais... Comme j'avais toujours quand même la date limite qui était un peu loin, la grosse période de rush est arrivée finalement après. Donc c'est difficile à évaluer vraiment combien de temps. Mais oui, il y a eu... Disons que
le dernier mois avant la date limite, c'est les 2 derniers mois avant la date limite, oui, c'est assez intense. On passe pas mal de temps à écrire. Mais il y a aussi toutes les autres choses à côté. Hein. Il y a les cours, il y a les autres projets qu'on a, il y a les étudiants qu'on suit. Donc, il y a aussi tout ça. Donc, c'est pas du 100% sur l'écriture non plus. Très bien. Je pense que effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est anticiper quelques mois avant, ne pas attendre la dernière semaine, parce que si on attend le dernier moment, la qualité de la proposition va être amoindrie, et là, on prend un gros risque, qui est celui de déposer une mauvaise proposition et qui recevra une mauvaise note, et de se prendre un refus en fait pour redéposer les années qui viennent. Donc, faut pas courir ce risque. La première version du projet, elle était pas bien. Quand je l'ai fait relire à des collègues, je les ai pas forcément sentis très convaincus. Mais c'est le temps aussi de trouver comment on va raconter notre histoire et comment on va. Ok, le projet c'est le même, mais il faut faire un effort sur l'écriture pour qu'on comprenne tout de suite où on veut en venir, qu'est-ce qu'on veut faire et en quoi c'est innovant, et que faut penser aux reviewers qui vont relire le projet. Il faut que eux, ils vont avoir un rapport à écrire, et il faut qu'ils voient clairement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apporter et pourquoi on est la bonne personne pour le faire. Il faut que ça apparaisse clairement. Et ça prend, il y a quand même plusieurs itérations sur le projet, forcément. De la clarté, effectivement, pour toute personne. Et vu comment vous l'avez raconté en introduction, je pense qu'effectivement, vous l'avez bien travaillé, ce projet, et c'est n'importe qui peut comprendre de quoi il s'agit. Donc ça, c'est effectivement des gros critères. Il y a des schémas aussi qui peuvent aider à apporter de la clarté, mais il n'y a rien de tel que d'être lu par d'autres personnes qui vont vous dire là, c'est intéressant, là, on t'a perdu, moi, je comprends pas du tout l'intérêt. Faut qu'on voit tout de suite le caractère innovant, que c'est clair et que va y avoir des résultats intéressants et utiles. Oui, c'est en gros, ça. Puis après, il faut aussi y avoir... Moi, j'ai le cas de quelques collègues qui n'ont jamais semblé très emballés par mon projet, qui sont dans des domaines parfois différents. Et bon, faut aussi... on ne peut pas plaire non plus à tout le monde. Donc, puis voilà, on peut aussi avoir des choses contradictoires entre les différentes personnes, forcément, qui vont lire le projet, qui le voient pas de la même façon. Faut peut-être pas trop de personnes qui relisent. On veut faire, etc. Mais peut-être bien choisir. Un peu à droite, à gauche, les informations. Et puis, si on a 20 personnes qui relisent notre proposition, on aura 20 points de vue. Et in fine, on risque de perdre aussi notre originalité, notre petite graine, notre petit déclic, qui fait qu'au départ, l'idée était bonne et elle est dans une direction qui nous ressemble. C'est ça. Donc, il faut peut-être limiter aussi le nombre de relectures et choisir vraiment des personnes, on sait, qui vont avoir une approche qualitative. Et après, c'est toujours utile de faire, même de multiplier les lectures, c'est pas forcément gênant, mais c'est plus dans l'interprétation qu'on fait des retours qu'on va avoir. Oui, faut pas se déprimer non plus. Parfois, c'est dur. C'est surtout les premières versions, généralement, il y a un peu tout à refaire. Donc, mais bon. Après, normal. La CMER est là pour vous encourager et vous dire si, vous pouvez y arriver. Ok, et je me demandais, est-ce que vous avez des conseils effectivement pour préparer vraiment une bonne candidature, parce qu'en fait, on le sait, les chances de succès pour les financements européens sont un peu plus faible, la concurrence est un peu plus rude. Par exemple, pour l'ERC Starting Grants, on est à 18% de taux de succès, alors qu'avec un ANR classique, ça va être plus du 25%. C'est pas très différent, en vérité. C'est pas si différent. Donc ceux qui se disent c'est impossible, je n'aurai jamais de financement européen, s'ils envisagent l'ANR, en vérité, l'européen, c'est pas très différent, mais quand même, quand on vient pas d'un laboratoire hyper renommé à l'international, etc., qu'on n'a pas déjà une super réputation, est-ce que c'est fichu pour nous ou pas? Non. Quels sont les tips pour préparer la bonne candidature avec notre projet? Alors déjà, une des premières choses pour moi, c'est que si on a un poste permanent dans un laboratoire, si on est enseignant-chercheur, si on est chercheur CNRS, on est normalement déjà compétitif, parce que la compétition est telle pour entrer maintenant dans l'académique que juste le fait d'avoir eu un poste, normalement, nous rend compétitifs. Donc c'est la première chose, il faut s'en rendre compte. On est passé par des concours. Et ensuite, à l'ERC, il faut vraiment arriver à montrer en quoi on est la meilleure personne pour faire ce projet-là. Donc, il faut trouver son identité. Ok, même si je ne suis pas expert, mais je suis encore l'expert reconnu qu'on a parlé pour les ERC Advanced, mais mine de rien, on commence à avoir une expertise et comment on s'identifie.
Moi, dans mon cas, par exemple, c'est la microfluidique appliquée aux géosciences, avec aussi je développe pas mal sur les méthodes pour étudier, expérimentales. Et ça, c'est mon identité. Il y a quasiment personne d'autre. Enfin, il y a d'autres personnes dans le monde qui le font, mais vraiment. Sur ces développements-là, je suis bien identifiée. Donc, à partir de cette identité aussi, qu'est-ce que je peux proposer comme projet? Mais arriver à trouver ce en quoi on est expert et on est déjà reconnu. Ensuite, oui, bien sûr, les taux de succès, ça peut être décourageant, mais comme vous le dites, c'est pas si par rapport à l'ANR, en fait, c'est pas si faible que ça. Donc si on va dans un autre financement, on peut y aller aussi. Moi, ce qui m'a beaucoup aussi, je pense, aidé, c'est il faut pas hésiter à candidater à plein de petits financements. Il y a plein de choses qui existent, des bourses pour la mobilité de Campus France. Il peut y avoir des financements de l'AMITI du CNRS, qui est la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires. Je dis petits financements parce que c'est des dizaines parfois de milliers d'euros. Mais quand on arrive à avoir ces financements-là, ça montre déjà, parce que ça, c'est listé quand on fait un appel on indique dans le dossier. On dit tous les financements qu'on a obtenus, même si on a eu une bourse de thèse ou tout, il faut vraiment lister tout ce qu'on a eu et ça montre qu'on est quand même capable de monter ses propres projets, être indépendant. Ça, c'est important de le montrer aussi. Et qu'on est déjà capable de lever des fonds et de mener à bien des projets. Donc, vraiment, pas hésiter à aller taper un peu. Et puis, ça permet aussi d'avoir des résultats préliminaires. Donc, ça aide aussi à l'écriture du projet parce que avec ces petits financements-là, on peut commencer à faire quelques petits trucs, même si on n'a pas encore tous les bras pour réaliser le gros projet. Ça permet d'avoir des travaux préliminaires. Donc, on n'est pas obligé de s'attaquer directement à la grosse marche de l'ESC. Oui. On peut mettre des petites marches intermédiaires, de petits financements et de petits, comme vous dites, résultats préliminaires pour aboutir à vraiment la grande idée, le gros financement. C'est ça. Donc, comme par exemple, si on vient d'être recruté, on ne se sent pas encore prêt pour l'ERC, mais il faut aller vers d'autres choses. Et ça aide, je pense. Ok, très bien. Une autre peut-être difficulté qu'on entend régulièrement, c'est ce point de l'innovation il faut dépasser l'état de l'art. Comme vous l'avez dit, ça sous-entend de bien se renseigner pour savoir qui fait des recherches dans ce domaine-là. Oui. Est-ce que je suis comme tout le monde, en gros? Et du coup, il y aura 50 dossiers comme moi, ou est-ce que justement c'est quelque chose qui est mis de côté, qu'il faut creuser? Et puis on nous dit, voilà, partout c'est la science de l'excellence, il faut être ambitieux. Sauf que, on sait, les chercheurs et les scientifiques de manière générale sont assez modestes. Et voilà. Et parfois même, on peut se dire, ils ont un syndrome un peu de l'imposteur à vendre leur projet pour demander un soutien. Comment on se défait de ça? Comment on arrive à vendre son projet pour arrêter de se brider et arrêter de brider la science, justement? Oui, c'est crucial. Et puis, alors moi, c'est vrai que le passage aux États-Unis là-dessus m'a beaucoup aidé parce que déjà, on apprend à communiquer sur la science, on apprend à pas dire d'abord ce qui marche pas et à commencer par dire ce qui marche. Et puis on voit aussi qu'en fait les chercheurs aux États-Unis, c'est des chercheurs comme nous, hein. Ils sont pas plus forts ou plus doués ou ils font de la recherche. Elle est pas forcément meilleure que la nôtre. Donc c'est vraiment la façon dont on va amener les choses et dont on va en parler qui est super importante. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend via l'écriture des projets, c'est vrai. Même d'avoir d'abord candidaté à d'autres projets, ça aide aussi à communiquer en montrant vraiment les possibles plus-values d'un projet, en n'hésitant pas en effet à être ambitieux, même si bien sûr parfois il y a des choses, on sait bien que ça va peut-être pas forcément marcher comme on l'a annoncé, mais c'est pas grave en fait. C'est la vie d'un projet. Donc c'est la vie de la recherche et donc oui, tout ça s'apprend petit à petit aussi. Hein, c'est des mécanismes qu'on apprend, mais c'est comme communiquer à l'oral sur nos recherches, c'est pareil. Ça se fait petit à petit et ça s'apprend au fur et à mesure. Mais oui, par moments, on se dit forcément dans la dernière phase d'écriture du projet, il y a forcément des moments où on se dit est-ce que je fais pas tout ça pour rien? Pourquoi je me casse la tête à passer mes soirées à écrire ce projet alors que j'ai presque, s'il faut, je délire complètement. J'ai pas du tout la carrure pour porter ce type de projet. Forcément, il y a des moments où on se pose ces questions-là, mais
mais bon, on continue à y aller parce qu'on a vu des collègues qui l'ont eu, parce qu'on a vu que c'était accessible. Moi, une des choses qui m'a motivée, c'est que j'avais entendu parler d'une maître de conférence dans une petite université qui avait eu une ERC, et je me suis dit, ok, c'est possible. Vous vous êtes identifié. Et donc, je me suis dit, donc faut se raccrocher à des choses comme ça, à la réalité, en fait. Et on voit que c'est pas si... Ouais, ça démystifie un peu l'ERC, et c'est atteignable. Faut pas oublier que concrètement, des gens comme nous l'obtiennent. Voilà. Et que nous aussi, on peut. Donc, c'est ça. Mais alors, bien sûr, j'ai été regarder les CV des gens qui ont eu des ERC, j'ai été regarder leurs projets, j'ai été regarder tout ça, et puis on se compare et on regarde. Et faut aussi essayer on a forcément des points faibles, on a forcément des points forts. Donc, il faut vraiment, dans l'écriture du projet, il faut essayer d'appuyer ça. Moi, par exemple, j'avais pas non plus énormément de papiers en premier auteur, qui est un des critères d'évaluation de l'excellence scientifique. C'était un de mes points faibles. Donc oui, on peut travailler en amont de la phase d'écriture de l'ERC, bien sûr, à essayer de publier, mais c'est aussi, j'ai peut-être pas ça, mais par exemple, j'ai des articles en dernière auteur, ce qui montre que généralement, on est le leader du projet, ou j'ai ceci, j'ai cela. Enfin, voilà, faut arriver à trouver nos points forts, nos points faibles, et voilà, en faire une bonne mixture. Et ça, quand on n'est pas lucide, une des missions en fait des chargés d'affaires européennes, c'est aussi de regarder et de vous dire, ça, mettez-le en avant, ça, on va le mettre, ça, c'est très valorisé, ça, c'est... voilà, parce que des fois, on n'est pas forcément lucide sur son profil, effectivement. Donc, vous avez évoqué un peu vos soutiens, comment trouver vos forces. Donc, clairement, l'entourage, les collègues, vous l'avez dit, c'est central, il ne faut pas rester seul, il faut avoir des retours d'expérience, voir est-ce qu'on peut se préparer avec eux, au-delà de la relecture, par exemple, s'entraîner à l'oral, parce que donc l'ERC, c'est plusieurs étapes de sélection. Il y a une première étape qui est sur dossier, effectivement, et ensuite, il y a un oral. Oui. Et d'ailleurs, une fois qu'on passe à l'oral, les chances de succès sont à peu près de 50%. Donc là, tout de suite, ça devient plus concret et c'est ultra motivant. Donc oui, en effet, donc moi, il y a l'entourage qui a été crucial. Et puis surtout que mon compagnon qui travaille dans le même labo que moi soumettait aussi un projet ERC en même temps que moi. Donc donc il avait déjà soumis en starting l'année d'avant, ça n'avait pas marché. Et là, il resoumettait en consolidator. Donc forcément, à la maison, on s'aide, on s'entraide, on s'encourage. C'est crucial, mais oui, il y a aussi toute l'aide des collègues, du directeur d'unité qui m'a vraiment soutenu dans ma démarche, et puis des collègues en général. Et ensuite, pour toute la phase de préparation à l'oral, il y a eu plusieurs choses. Moi, je me suis fait accompagner par ce qui s'appelait avant l'INSIS, donc c'est le CNRS Ingénierie. Donc, je me suis fait accompagner côté CNRS. Donc, ingénierie parce que mon projet, j'ai plutôt soumis dans un panel ingénierie. Et donc là, ils accompagnent donc là, c'était toutes les personnes en starting grant en ingénierie qui passent à l'oral. Et là, cet accompagnement, il était vraiment super. Enfin, c'était vraiment, vraiment top. Alors là, c'est vraiment accompagné parce que donc à l'oral, c'est 5 minutes de présentation. Enfin, non, ça dépend des panels, mais là, c'était ça la règle, avec 3 diapos. Donc là, ils nous accompagnaient vraiment pour préparer ces 5 minutes-là. Et c'était super parce qu'on faisait ça tous ensemble avec les autres potentiels lauréats. Et ça m'a vraiment énormément aidée. Et puis, il y avait aussi des personnes qui étaient là pour nous aider à préparer l'oral, qui étaient des personnes qui avaient eu des ERC et qui venaient partager leur expérience. Ça, c'était crucial pour vraiment la phase de présentation. Puis après, à l'oral, il y a toute la phase de questions. Donc ça, qui est tout aussi importante que les 5 minutes où on vend notre projet. Et ça, j'ai pas mal fait relire mon projet à des personnes de différents domaines qui représentent les différents domaines d'expertise de mon projet. Et je leur ai demandé, par exemple, de m'écrire les questions qu'ils m'auraient posées par écrit, comme ça je pouvais me préparer. En fait, il faut essayer de se préparer à toutes les questions possibles. Donc, il faut essayer... donc là, j'avais pas mal fait relire auprès de collègues du labo ou d'ailleurs mon projet à ce moment-là. Donc oui, j'ai eu pas mal de soutien de ce côté-là. Alors après, il y a une autre chose, c'est que moi, il y a aussi eu un coup dur qui est venu pendant la fin de la phase d'écriture du projet, parce que 2-3 semaines avant la date limite de dépôt du dossier, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Donc annonce un peu choc, forcément.
assez vite. Donc j'avais quasiment quand même, enfin j'avais bien avancé sur le projet. J'avais pas tout rédigé, j'avais pas tout fini, mais j'avais quand même bien avancé. Donc en fait assez vite je me suis dit j'ai quand même énormément travaillé pour ce projet, donc je veux aller au bout de la soumission. Donc j'ai soumis le projet. Alors je l'ai soumis, je l'ai pas fait. Il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de faire du coup, parce que forcément j'ai pris un peu de retard. Donc oui, j'ai pas fait relire autant que j'aurais voulu, j'ai pas peaufiné certaines choses autant que j'aurais voulu, mais j'ai fait au mieux. Donc je l'ai soumis. Et j'ai appris que je passais à l'oral juste avant de commencer mes chimios. Donc là, ça a été aussi un gros boost et puis un gros fil rouge, une ligne à tenir, aller jusqu'à l'oral. J'ai su après que la date de l'oral était juste la veille de ma toute dernière chimio. Donc c'était on pourrait se dire c'est le pire timing possible et en fin de compte oui, mais bien sûr. Alors c'était c'est sûr que c'est un mauvais timing, mais en même temps voilà, dans la vie il y a toujours des aléas et on peut jamais, enfin là c'est un gros aléa, mais en fait on sait jamais ce que ça nous réserve. On peut être malade, on peut avoir un handicap, on peut tomber enceinte, y avoir plein de choses. Oui. Donc voilà, j'avais en tête d'essayer d'y aller. Après je savais aussi que j'avais la possibilité, parce qu'on sait jamais si je savais pas si j'allais être en forme, si j'allais pas être en forme, comment ça allait se passer. Donc je savais aussi que j'avais la possibilité de reporter la date de l'oral si vraiment ça n'allait pas. Donc ça, je gardais quand même ça dans un coin de ma tête. Je savais que c'était. J'avais contacté l'ERC, je leur avais expliqué, etc. Donc je savais que j'avais cette possibilité, mais je voulais vraiment essayer de tout faire pour passer l'oral autant que possible. Donc, et là, j'ai vraiment été encouragée aussi par les collègues, par le DU, à me dire ok, maintenant tu travailles. Ok, j'ai continué à travailler à peu près à 50% pendant mes traitements et à fond sur la préparation de l'oral, quasiment à 100% pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Et puis après, quand en plus ça marche, c'est génial. Mais vous avez d'autant plus de mérite. Enfin, on voit l'importance du soutien moral, mais vous avez une force et une envie. Et cette flamme, ça vous a animé finalement. Ça m'a animé. Tout de suite, les médecins disent souvent il faut avoir des objectifs, ce qui peuvent être, par exemple, ok, là je me prévois un week-end ou je me prévois c'est toujours important d'avoir des objectifs court terme. Et là, voilà, c'était mon objectif et ça aide vraiment beaucoup à voir où est-ce qu'on va, quoi. Ouais. Et je me dis, pour ceux qui, effectivement, n'auraient peut-être pas tous ces soutiens à l'écriture ou à la préparation, à l'oral, parce que CNRS, c'est une chance, effectivement, ce qu'ils peuvent proposer. Il y a quand même beaucoup de soutiens qui peuvent être trouvés par ailleurs auprès des cellules Europe, qui peuvent être trouvés auprès du point de contact national, qui propose régulièrement des webinaires, des ateliers d'écriture, des ateliers de préparation à l'oral. Enfin, tout le monde peut arriver à trouver, effectivement, du soutien, de l'aide, de la méthodologie. Et c'est pas excluant effectivement d'avoir une maladie, d'avoir un handicap, d'avoir un coup dur. Alors évidemment, ils ont d'autant plus de mérite ceux qui arrivent à aller au bout et ceux qui sont en plus lauréats derrière. C'est-à-dire que vraiment la science, c'est d'autant plus une légitimisation et une reconnaissance de la qualité du projet. Donc on peut que imaginer que ça devait être super comme sentiment pour vous. Et je me dis on va un peu clôturer sur effectivement votre sentiment aujourd'hui, toute cette aventure qui a été laborieuse, on peut le voir, et qui a demandé énormément de réflexion, de préparation, d'accompagnement. Vous pouvez le dire franchement, ça valait le coup. Et est-ce que du coup ça vous trace des horizons pour la suite avec Traceit, avec votre carrière ? Alors oui, bien sûr, ça vaut le coup. Déjà, la première chose, un des gros avantages des projets ERC, c'est que c'est 5 ans. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, on est en quelque sorte, on peut faire de la recherche, et pendant 5 ans, ou un peu moins, on n'a pas besoin de se soucier d'aller répondre à des appels à projets, parce que clairement, les premières années où on est embauché, j'ai pas vraiment fait de recherche, j'ai passé du temps à écrire des projets essentiellement. Donc ça, c'est un vrai plus. Une autre chose pour les anciens chercheurs qui est hyper importante, c'est que l'ERC peut permettre de financer une décharge d'enseignement. Donc, moi, sur les premières années là, de mon projet, j'ai fait 1/3 de mon service d'enseignement et j'ai financé ma décharge sur le projet. Donc ça, c'est aussi une possibilité qu'on a et qui nous permet aussi de vraiment avancer après dans notre recherche. Et on peut moduler ça. Là, par exemple, cette année, je vais faire la moitié de mon service. Enfin, voilà,
on peut pas faire 0, mais voilà, on peut moduler ça et ça permet quand même de vraiment avancer sur le projet. Puis après, c'est vrai que c'est des projets qui sont c'est demandeurs en temps, parce qu'après on a toute une équipe à gérer. Donc oui, les vrais plus, c'est vraiment d'avoir pu. Maintenant, mon équipe est au complet. Donc c'est d'avoir cette équipe, de voir que quand on commence à avoir une masse critique qui travaille sur notre thématique, il y a de l'entraide, il y a des échanges, je vois vraiment la différence avec quand je suis arrivée au labo, que j'avais un étudiant en thèse, lui et moi, on était les seuls à faire de la microphysique pour les géosciences, donc il était un peu isolé, j'étais sa seule référente. Maintenant, ils sont plusieurs, on organise des réunions tous ensemble, et il y a vraiment une émulation qui sort de ça c'est super. Et puis de savoir, même pour les étudiants, pour les postdocs qui travaillent sur un gros projet comme ça ensemble, c'est hyper motivant. Donc oui, c'est super. L'autre chose que je voulais dire, c'est que il faut aussi, je connais aussi plein de personnes pour qui ça n'a pas marché du premier coup, qui parfois sont passées à l'oral et puis qui n'ont pas été financées et qui ont retenté les années d'après, et pour qui ça a marché après 2 ou 3 tentatives. Donc il faut aussi pas se décourager. Et que l'autre chose que j'ai vue, c'est que même si on n'est pas financé, mine de rien, tout le travail qu'on a fourni pour écrire ce projet, il nous resservira d'une façon ou d'une autre. Il nous resservira soit pour écrire un autre projet, soit toute la biblio qu'on a fait, ça va nous servir pour écrire des intros d'articles, c'est jamais complètement perdu. Bien sûr, c'est hyper décevant quand on n'est pas financé, mais c'est pas du tout du travail perdu de se dire j'ai fait ça pour rien, vraiment pour rien. Il faut anticiper un peu pour justement ce fameux redépôt qui donne plus de chances parfois de remporter bien sûr, parce une qu'avec aide. le redépôt, on a les retours des reviewers, et puis à l'ERC, c'est des dizaines de reviewers qui vont relire le projet. Donc quand on a ces retours-là, ça... Oui, il y a un document qui nous est fourni. Quand on passe à la deuxième phase, avec tous les retours, et du coup, parfois, ça remet en question, et on apprend dans notre démarche, et on apprend... Oui, on avait raté un truc, on avait oublié. Et on peut réécrire, ajuster, et comme vous dites, c'est jamais perdu. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Il y a tous ces reviews. Oui. Et voilà. Et après, au niveau de l'université, donc la mise en place du projet, donc là, ça avance bien. Mais c'est vrai que la mise en place a pu être parfois un peu compliquée parce que l'université n'avait pas encore beaucoup d'expérience dans la gestion des projets ERC. Donc j'ai un peu essuyé les plâtres sur plusieurs aspects. Mais et puis il y a aussi les problèmes de recrutement. C'est quand même pas évident en ce moment pour tout le monde de recruter. Donc ça, c'est pas facile. Mais bon, voilà, maintenant j'ai mon équipe qui est au complet. Donc oui, bien sûr, il peut y avoir des petites difficultés, mais qui sont vraies pour tout autre projet aussi. Et que maintenant, voilà, ça me permet vraiment mes objectifs déjà pendant 5 ans, de vraiment profiter de tout ça pour vraiment faire de la recherche. Aussi, on a la possibilité avec ces financements-là, par exemple, d'en profiter pour aller à nouveau passer quelques mois à Princeton ou dans une université ailleurs pour échanger là-bas. Parce que on a les financements à ce moment-là pour le faire, donc c'est le bon moment. Et puis voilà. Puis après, sur du plus long terme, pourquoi pas resoumettre en consolidateur. Alors, je suis pas sûre de la fenêtre d'éligibilité, mais normalement, je devrais pouvoir. On regardera ça ensemble. On est là pour ça. Donc, pas de souci. Et puis oui, sur le booster de carrière, plus tard, passer prof. Et puis pourquoi pas, moi, un de mes objectifs long terme, c'est que c'est peut-être revenir vers des applications biomédicales, parce que je pense que toute cette idée de la diffiophorèse, où on vient amener des agents pour des particules dans ce cas-là pour aller remédier, on peut aussi imaginer que c'est des particules, que c'est des médicaments qu'on va aller amener vers une zone d'intérêt, ou que c'est j'avais vu quelques articles passer où c'est amener des particules pour, par exemple, aller réparer un os qui s'est fracturé. Donc, il y a aussi plein tout ce que je développe là, ça peut potentiellement y avoir des applications autres, et donc ça... des pistes pour un consolidator. Voilà. Donc, ça sera l'occasion d'évoquer cette autre aide dans un autre épisode, évidemment, un autre podcast. Et puis, du coup, ça vous donnera sans doute plein d'outils, j'espère, pour le préparer, et en tout cas prendre connaissance des éléments principaux, entendre le témoignage d'un autre chercheur, d'une autre chercheuse qui a été lauréate. Et puis après, on n'aura plus qu'à se retrouver pour préparer ça. En tout cas, merci Sophie Roman, et merci. Beaucoup de succès à vous pour la suite. Merci.